Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du podcast consacré à l'actualité du football marocain. On est dans une petite soirée du Ramadan, là, tranquille, donc on va débattre de tout ça jusqu'au soir. Non, je rigole. Pendant environ une heure et demie, on va essayer de pas être trop long, mais de faire en même temps tout le tour de l'actualité du football marocain. Et l'actualité, bien sûr, c'est bien évidemment la Coupe de la CAF. Non, je rigole, la Coupe du Monde. L'équipe nationale qui est engagée pour sa 5e Coupe du Monde dans quelques jours. On attend tous ce grand moment. Et pour en débattre ce soir avec moi, les habituels du podcast, il y a Ashraf, Madou, c'est là? Salut les amis, salut à nos auditeurs, Barak alaikum Ramadan. Maïm Fik et avec nous on a Warzazati, s'il est là, tu nous entends? Oui, bonsoir à tous. Bon Ramadan également. Merci. Et on a un autre invité qui est Sa Majesté le roi Pogos. Est-ce que tu nous entends? Je vous entends. Ah, Naam Sidi. Merci, Sa Majesté, votre Majesté Pogos. On devait parler de Botola 2 ce soir, puisqu'on devait avoir un invité spécial, mais qui malheureusement ne sera pas avec nous. Donc on va faire une émission 100% équipe nationale. Et la première chose dont on va parler, c'est justement la liste des joueurs qui vont aller jouer cette Coupe du Monde en Russie, la liste des 23 joueurs qui ont été désignés par Hervé Renard. Et donc, je vais vous demander votre avis sur cette liste. Est-ce que vous en pensez? Quelles sont ses qualités, ses défauts? Et je vais te donner la parole, justement, mon petit Mamadou. Qu'est-ce que tu as à dire à ce sujet? Écoute, je pense en ce qui concerne la liste des 23, c'était une liste assez logique, vu connaissant Hervé Renard, on s'attendait à peu près, on connaissait à peu près, on va dire, au moins 19 ou 20 des noms qui allaient être retenus pour cette Coupe du Monde. Après, il y a eu 2-3 surprises, puis notamment vers la fin, le petit changement qu'il y a eu, que Benoun qui a été écarté, et puis Nsairi qui a été retenu à la place, qui en a étonné quelques-uns. Donc ça c'était un petit peu surprenant, mais au final on se dit que ça changera pas grand-chose de toute manière, vu que Banoun n'allait probablement pas jouer cette Coupe du Monde. Il était plus là pour compléter la liste au cas où il y a des pépins physiques. Donc ouais, pour moi c'est une liste très logique, très cohérente avec la vision qu'a Hervé Renard de notre équipe nationale. On en avait pas mal discuté d'ailleurs sur le forum, puis entre nous on en a discuté, puis honnêtement, pas grand chose à dire. Peut-être l'inclusion de Carcela pour moi qui était un petit peu surprenante, mais bon, il a été avec le groupe pas mal de fois, puis on sait bien que Hervé Renard l'aime bien, donc je laisse la parole à Ismaël ou à Zazati peut-être. Je vais te poser une autre question avant de donner la parole aux autres. Si tu devais, je sais que c'est pas bien de parler des absents, hein, mais on va quand même, je vais quand même te poser une question. S'il y avait un absent, si tu devais donner un nom d'un joueur qui n'est pas là et que tu aurais voulu qu'il soit là, tu dirais qui? Ouais, pour moi c'est clair. Le premier nom qui me vient à l'esprit c'est Azaro. Azaro qui sort d'une saison vraiment excellente avec El Ahly, buteur historique de cette équipe, puis à un niveau qui est quand même assez, c'est championnat égyptien, et puis c'est un niveau quand même qui est assez élevé. C'est un profil qui est super intéressant pour l'équipe nationale, surtout au niveau offensif, où on a quand même pas mal de lacunes, on a de la difficulté à créer des opportunités. Bon, pour moi c'est le joueur qui manque à cette liste, mais Hervé Renard, encore une fois, connaît le groupe bien mieux que moi. Donc j'imagine qu'il y a ces raisons pour lesquelles il n'a pas pris. Et tu as Mais été surpris de l'inclusion de Carcela, mais du coup, qui est-ce que tu voyais, toi, à sa à place? la place de Carcela, Oui. hmm, Tu me voyais moi? non, ce Non, serait d'accord. probablement... bon,
je sais pas si les gens vont être assez d'accord avec moi, puis on va peut-être me traiter Ah, mais on s'en fiche, c'est des gens. de Ton subjectif, tu avis. vois. Hein. Mais pour moi, c'est Unajam que j'aurais pris à la place de Carcela. Parce que Unajam revient de blessure, puis est vraiment en forme avec l'équipe du Wydad. Je trouve qu'il a fait de très très belles prestations sur la dernière partie de saison. Et pour moi, il méritait vraiment d'être dans cette équipe nationale parce que, encore une fois, Carcela, c'est un joueur qu'on a vu en équipe nationale. Et puis, honnêtement, on a jamais moi, personnellement, moi, j'ai jamais été convaincu par ses apports au niveau offensif. Alors, pour un joueur qui est là plutôt comme joker, tu vois, que tu vas lancer en deuxième mi-temps, peut-être dans un match où tu n'arrives pas à débloquer la situation, je préférais donner la chance à un joueur comme Unajam, qui est capable de faire ça. On l'a vu avec le Wydad à maintes reprises. Plein de talent. Puis c'est un joueur qui est en forme. Donc voilà, c'est ça. À mon avis, Unajam à la place de Carcela. D'accord. Warzou, tu m'entends? Oui. Ton avis, toi, sur cette liste de 23 joueurs qu'a concocté Monsieur Hervé Renard? Quand on a suivi les qualifications et qu'on connaît le personnage d'Hervé Renard, on n'est pas vraiment surpris. Euh, il a affirmé lui-même, à savoir que les 23 joueurs marocains, il ne fallait pas s'attendre à voir les 23 meilleurs joueurs marocains, mais plutôt les 15-16 meilleurs joueurs, et le reste, ce serait plutôt des personnes qui seraient là et qui ne créeraient pas de problème durant un mois de concentration. C'est une chose que les gens ont tendance à oublier. Donc toi, tu es en Euh, phase avec ça, hein. Pardon? Donc toi, tu es en phase, tu es d'accord avec ce système de 16 joueurs Avec plus... avec cette philosophie, oui. Mais après, au niveau des joueurs eux-mêmes, pas forcément. Par exemple, un gars comme Bouhaddeuz, euh, qui, pour moi, n'a rien fait pour mériter une sélection en Coupe du Monde, mais qui, là-dessus, je pense que le coach a joué sur l'affect en l'appelant. Le gars s'est déplacé à Abidjan pour soutenir l'équipe. Donc, avec un geste comme ça, je pense qu'il a lui-même acheté, enfin, il a fait du troc quoi, avec sa place pour la Coupe du Monde. Il est venu, le coach a vu ça, il s'est dit, je peux pas me passer de lui. Bref. Voilà. Et mais quand je vois des gars comme, et là je rejoins Madou, Azaro, qui fait une superbe saison à l'Ahli, championnat égyptien, qui est quand même enfin, l'un des meilleurs championnats africains, pour ne pas dire le meilleur. Euh, un autre gars comme Unajam, et là je rejoins encore totalement Madou, Unajam, c'est le genre de feu follet qui ont appris le football de rue, qui peuvent nous sortir, comment dirais-je, nous sortir du pétrin dans les dernières minutes du match, à la différence d'un Bouffal qui préfère dribbler que de favoriser le collectif. Unajam, lui, voilà, on s'attend pas on peut pas s'attendre à ce qu'il va faire. En atteste son dernier match en Afrique du Sud en Ligue des Champions avec le Wydad, où il a été juste époustouflant. Donc, Oups, Ah, on a perdu Ouazzazati. la connexion avec Warzazati. Probablement un problème de connexion. Smail, tu nous entends? Oui, oui, je vous entends. Moi, j'écoutais aussi reprendre mes propos sur le forum, donc je n'avais pas tellement besoin de parler, mais effectivement, c'est ce que j'avais dit à propos de Wahed 12. Après, on est d'accord, c'est le grand absent, c'est Azaro, parce que c'est vrai qu'il a fait une grande saison. Après, il y a peut-être Yamir qui aurait pu être là à la place de Banoun, mais dans les deux cas, ni l'un ni l'autre n'aurait été retenu apparemment. Et de toute façon, il n'aurait pas joué comme a dit Madou. J'aurais peut-être préféré un autre joueur que Carcela. Bon, on doit parler de Najm, effectivement, mais il y a eu peut-être Haddad aussi, peut-être Ben Sharqi qui est polyvalent, qui peut jouer en attaque. Mais c'est pas vraiment des grands absents, c'est plus Azaro qui manque. Donc, a priori, là, on a le groupe auquel tout le monde s'attendait. Il y avait un ou deux joueurs prêts. Je pense que ça va, hein. En tout cas, vous êtes unanime sur le cas de Azaro. Et en revanche, Warzazati, vu que tu es avec nous, tu es avec nous. oui, oui. Si Oui, tu oui. veux ton intervention, parce qu'on a été coupé, donc si tu as envie de terminer sur cette liste des 23.
Ah bah j'ai pas fait attention, je sais même plus où j'en suis, enfin où j'en étais. Je- Bah, tu nous parlais de Unagem et de sa prestation époustouflante en Afrique du Sud Ah oui, avec le. d'accord. Ah oui, en fait, j'ai parlé. Oui, d'accord, ok. Oui, donc pour résumer, au niveau de la liste, il y a deux joueurs que j'aurais pris, à savoir Ounajem et Azaro, à la place de Carcela et de Bouhaddeuz. D'accord, ouais, d'accord. Bon, ça se tient parce que c'est du poste pour poste. Euh, on va attaquer cette préparation, l'analyse de la préparation des deux matchs amicaux. Il y a eu un premier match contre l'Ukraine le 31 et un autre contre la Slovaquie lundi soir. Euh, Achraf, Madouk, qu'est-ce que tu as pensé du contenu de ces deux matchs amicaux? Quel enseignement tu en tires? Ouais. Bah écoute, déjà avant de parler des matchs amicaux, j'aimerais revenir très rapidement sur la liste des 23. Je pense que j'ai peut-être donné une impression un petit peu négative de la liste. J'avais l'air un petit peu blasé, je pense. Mais en fait, non, pas du tout. Je suis plutôt très satisfait de la liste en général. Je pense que Hervé Renard a fait un très bon travail, a fait les bons choix, compte tenu des meilleurs, des joueurs qui sont disponibles à chaque poste, et puis de Ouais, leur parce que bon, historique. la liste dans l'ensemble, elle reste cohérente, quoi. Je veux dire, il n'a pas écarté Boussoufa et Ahmadi, quoi. Bon. Ouais, Ah, mais de exactement. toute façon, l'ossature de l'équipe, elle est là. C'est le Oui. plus important. Et on a deux, trois remplaçants de qualité comme Amin Harit, Sofiane Amrabat, Ouais. euh, Ben Nasser. Parce que Voilà, le plus important, c'est que. ouais, Allez. excuse-moi de t'avoir coupé là. J'allais dire, c'est juste que j'ai remarqué qu'on finit souvent par parler plus des joueurs qui probablement auront pas de minutes à la Coupe du Monde, plus que de la vraie ossature de l'équipe nationale qui, elle, est vraiment très solide. Puis je pense qu'il n'y a aucun débat par rapport à- au groupe principal de 16 ou 17 joueurs, comme vous l'avez mentionné un petit peu plus tôt. Ouais, on a parlé des absents, maintenant on va parler des présents et justement de ceux qui étaient contre l'Ukraine et la Slovaquie. Mhm. C'est quasiment l'équipe type, hein, entre guillemets, qui a débuté. Qu'est-ce que t'en penses en France? Il manquait juste Dirar et bon, Mounir qui n'a pas joué le deuxième match. Ouais. Mais c'est quasiment l'équipe type, effectivement. Mhm. Bah, écoute, pour Dirar, donc c'était question de petite blessure apparemment qui voulait pas prendre de risque, donc c'est assez compréhensible. Euh, pour le premier match contre l'Ukraine, bon, je trouve que c'est dur d'en tirer des conclusions au niveau plutôt de nouvelles conclusions, tu vois, au niveau technique. Euh, c'est un match qui s'est joué en pleine préparation. En plus, c'était pendant le Ramadan, alors je sais pas, j'ai pas d'informations en ce qui concerne les joueurs, qui fait le Ramadan, qui ne fait pas le Ramadan. Bon, on se doute un peu de qui sont le. Zelanda le faisait probablement, Ouais, voilà, on se doute un peu de vu que qui la est joueur qui prestation. On doit se le faire. Donc. Ouais, c'est ce Euh, qui compte. Donc, j'ai envie de oui. demander quelque chose, enfin, à vous tous aussi, Snae, Warzati. On a eu l'équipe nationale contre l'Ukraine qui a entamé le match en 3-4-3, donc un Mhm. 3-6-1, parce qu'il y avait une pointe et trois centraux. Est-ce que vous pensez, à la vue de cette première mi-temps et à la vue des événements qui ont suivi, c'est-à-dire Banoun qui a été sorti de la liste, est-ce qu'on risque de revoir durant les 270 minutes du premier tour un système comme celui. Je pense que c'est une option, surtout contre le Portugal, avec Da Costa qui est à moitié portugais. Je pense que ça reste une option. Mais n'oubliez pas que AS Benassar a joué dans une défense à 3, donc c'est- il ne manque pas vraiment de remplaçants, même si on joue à 3 défenseurs centraux. Je pense que c'est une option sérieuse, sachant que contre l'Iran, on est obligé de gagner, parce que si on ne gagne pas, on est quand même mal. Par contre, contre le Portugal, on peut se contenter d'un point. Mais, si on a mieux, c'est bien, mais on peut commencer avec l'optique de un nul ne suffit. Surtout que le Portugal, c'est une équipe aussi qui compte. Donc, ça peut les bloquer, surtout qu'ils nous ont vu assez offensifs, surtout dans le dernier match. Ils peuvent s'attendre à ce que le Maroc attaque et ils peuvent prévoir nous presser, nous avoir en contre. Mais si on joue en 3-4-3, ça peut les déstabiliser et leur couper leur plan. Et le seul truc, c'est qu'on restera toujours
sous la menace d'un exploit de Cristiano Ronaldo. Et à ce moment-là, on pourra toujours changer en cours de jeu. Toujours sacrifier un défenseur central et faire entrer un attaquant au milieu ou un ailier en fonction de ce qu'on veut faire. C'est intéressant pour le match contre le Portugal. Je sais pas, est-ce que vous avez une idée quel schéma tactique que le Portugal en général privilégie? Parce que le 3-4-3 en général, c'est plutôt un schéma que tu vas utiliser pour gérer le 4-4-2 en général. Le 3-4-3 a tendance à être plutôt très efficace contre le 4-4-2. Donc, Oui, justement, il joue au 4-4-2. Ronaldo joue dans un duo d'attaque. Donc je pense, ouais, franchement, j'imagine bien D'Acosta rejoindre Sessé Benatia pour le match contre le Portugal. Pogas, tu as dit quelque chose d'assez spécial. Tu as dit oui, D'Acosta qui est à moitié portugais. Est-ce que tu penses que ça peut jouer sur le fait qu'il joue contre le Portugal? Bah, il y a forcément une motivation supplémentaire quand tu joues contre un pays avec lequel tu as une attache particulière. Après, il comprend le portugais, donc il pourra peut-être anticiper certaines choses à écouter les adversaires, je sais pas, mais non, mais surtout, cette motivation supplémentaire, c'est pas à négliger. Quand un joueur joue contre son club de cœur ou son club formateur, on a vu rien que dans notre championnat, Mozaraji qui était excellent contre le Wydad, même si c'est un pays qu'il apprécie, ça reste une motivation. C'est pas faux. Les autres, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, du schéma 3 on a parlé, Rachid. Bah, moi, le 3-4-3, franchement, je suis pas fan. Parce que quand j'étais au stade lors du Ukraine-Maroc, sincèrement, j'ai l'impression que après, c'est peut-être dû à la préparation, mais j'ai l'impression que les joueurs, franchement, avaient du mal à ressortir de leur camp. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas joué depuis la CAN, je crois. Ils n'ont pas évolué dans ce système-là. Non, on a joué comme ça contre le Cameroun. À une mi-temps. On a joué comme ça contre le Cameroun. La première mi-temps. Après, on a changé, on a sorti Amer. D'accord. Ouais, donc franchement, moi, je suis pas fan. Après, voilà, j'ai pensé la même chose que Pogos, mais plus contre l'Espagne que le Portugal. Mais bon, c'est un match qui paraît un peu lointain. Mais ce qu'a dit Smaïn se tient à savoir que contre l'Iran, le 3-4-3 est à bannir. Ça, c'est une chose certaine, à mon sens. Il faut obligatoirement marquer, surtout que le jeu iranien, pardon, est un jeu qui repose sur les contres, la défense et les contres, du moins sur ce que j'en ai vu sur les derniers matchs. Par contre, oui, contre le Portugal et l'Espagne, ça peut être une très bonne option d'évoluer en 3-4-3. Mais sincèrement, je suis pas très fan parce que de ce que j'ai vu sur le terrain, les joueurs se retrouvaient mieux en fait entre eux au niveau du 4-3-3 plus que du 3-4-3. Donc après, à voir. Donc, moi personnellement, le 3-4-3, je sais pas si vous allez être d'accord, mais je trouve que comparé au 4-3-3, actuellement, on est moins solide défensivement en 3-4-3 comparé au 4-3-3. Alors déjà qu'on est complètement stérile offensivement en 3-4-3, à part le petit coup de folie de Ziyech de temps en temps, on n'est vraiment pas capable de se projeter vers l'avant et de mettre le portier adverse en danger. Mais en plus, si défensivement, moi personnellement, je trouve que... Alors peut-être que c'est parce que les joueurs ne sont plus habitués à ce schéma tactique, mais je trouvais qu'il y avait pas mal d'imperfections et qu'on avait des petites pertes de balles, des erreurs au niveau de l'alignement défensif, au niveau du pressing, qui faisait que j'étais pas aussi serein quand l'équipe évoluait en 3-4-3 en première mi-temps face à l'Ukraine, défensivement, hein, je dis bien, comparé au 4-3-3 de la deuxième mi-temps. Donc, si le raisonnement est vraiment, si le raisonnement c'est vraiment on veut une meilleure assise défensive, pour moi, ça se tient pas forcément non plus. Après, le truc, c'est que le 4-3-3, le 3-4-3, on n'a pas pu vraiment le juger dans un état de forme optimal des joueurs. Dire, ouais. À la CAN, il manquait les joueurs offensifs, donc non plus on pouvait pas juger l'animation offensive. Et là, ça manquait de fraîcheur. Ils étaient en pleine préparation physique, comme tu l'as signalé. Donc, on ne sait pas ce que ça aurait donné en pleine forme. Et aussi, ce qui avait inquiété, c'est aussi que peut-être Mounir, qui avait un peu mal débuté le match, il s'est repris au cours du match, mais il n'était pas très sûr au tout début. Il manquait aussi Dirar à droite.
Peut-être qu'avec Hakimi, ça aurait été peut-être plus intéressant, quoique Mendy, il a fait mentir nos craintes et il s'est plutôt bien débrouillé dans le domaine défensif. Offensivement, il y a encore à travailler la qualité de centre et les dédoublements, mais agréablement surpris par son apport défensif. Alors justement, Hamza Mendil, c'est l'une des satisfactions de l'ensemble de ces deux matchs. Est-ce qu'il peut remettre en cause le poste d'arrière-gauche qu'avait acquis, entre guillemets, Achraf Hakimi? Est-ce qu'il peut récupérer son poste d'arrière-gauche, vous pensez, pour la Coupe du Monde? Je pense que ça va dépendre de Dirar. Si Dirar est en forme, Hakimi va jouer à gauche. Parce que je pense quand même Hakimi est au-dessus. Il a vraiment montré un bon niveau, que ce soit à droite ou à gauche. Et si Dirar n'est pas apte au premier match ou s'il fait une rechute, on ne sait pas exactement comment est sa blessure. La défense sera la même contre la Slovaquie, je pour pense. Mendy. Dans ce cas-là. Ouais, moi je parle dans les bons. Girard est remis en forme, on peut avoir Mendy quoi qu'il arrive. Pour moi, Hakimi passe quand même devant. Personnellement, idem. Mendy a un très bon impact physique, mais je pense que Hakimi est plus rapide et il a une certaine justesse technique qui est bien au-delà de celle de Mendy. Donc pour moi, je rejoins un peu Goss là-dessus, à savoir que si Girard n'est pas blessé, enfin est blessé, pardon, vu que c'est ta question, Thomas, on retrouvera la défense type, à savoir à droite, pardon, comment il s'appelle? Achraf, et à gauche, Mendy, dans le cas où Girard est blessé. Euh, Manu Bah, moi aussi, j'ai abondé dans le même sens. Je préfère bien sûr Hakimi à Mendy pour les mêmes raisons. Puis je pense qu'il y a aussi un petit peu plus d'expérience avec les matchs qu'il a pu disputer cette année avec le Real. Par contre, ça m'étonnerait pas que Hervé Renard opte pour Mendy à la place. Honnêtement, au poste latéral gauche, je trouve pas qu'il y ait une énorme différence entre les deux. Dans le Muntakhab, bien sûr. Je parle pas au niveau de leur performance, au niveau du Muntakhab, dans le poste arrière gauche. Bah, je trouve quand même que Mendy perd beaucoup plus de ballons que Hakimi. Mais Mendy il a fait la différence sur le plan défensif. Je veux dire, il a fait plein d'interventions judicieuses. C'est exactement ça. Pour lesquelles on va pas souvent Hakimi faire le job, quoi. C'est cet élément-là que j'allais souligner. Après, est-ce que tu inclus dans cette performance, ces interventions, celle qu'il a faite contre l'Ukraine sur la perte de balle de D'Acosta? Oui, j'inclus toutes les interventions Ok, défensives. parce que celle-là peut nous coûter un penalty en Coupe du Monde. Bah oui, non, ça oui, j'ai bien vu. Pour moi, c'est un penalty clair, mais je veux dire, une faute pour plusieurs autres interventions. Voilà, c'est comme un gardien qui fait une boulette et qui te fait 5 arrêts. Je veux dire, vaut mieux mettre ce gardien-là qu'un gardien qui fait rien, quoi. Ouais. Puis il a montré beaucoup d'envie aussi. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui plaît énormément à Hervé Renard. Puis on sait qu'il a un petit soft spot, comme on dit au Québec, pour Mendy. Donc peut-être à l'affection, je sais pas. Il pourra peut-être passer en premier au poste à gauche. Il lui rend bien en tout cas, parce que Mendy en équipe nationale, c'est pas le Mendy qu'on a vu à Lille. Ah, pas du tout, ouais. Comme quoi, parfois faire des paris comme ça, ça vaut le coup. On a vu une petite différence quand même, je ne sais pas si c'est lié, comme vous avez dit, à la fraîcheur physique, mais on a vu une grosse différence dans les volontés, les velléités offensives de l'équipe nationale entre le match de l'Ukraine, qui était vraiment très limité, et le match de la Slovaquie, où on a vu les joueurs plus libérés, et surtout quelque chose de très important, les joueurs, les milieux de terrain ont pris leur chance à 20 mètres, à 30 mètres, pour débloquer les situations, ce qu'ils n'ont pas fait en Ukraine. C'était clairement une consigne parce que c'est quelque chose, c'est vrai, qu'on n'a pas beaucoup vu en équipe nationale et c'est très important quand tu joues contre une équipe qui ferme le jeu. Qui ferme le jeu, qui se replie derrière, il faut les faire sortir. S'ils s'habituent à un autre jeu classique et d'essayer de déborder, centrer ou essayer de pénétrer le box, ils vont rester dans leur zone, mais si on tire de loin, ils sont obligés de sortir un peu. Et ils étaient trop repliés derrière parce qu'on a vu même Ahmadi, qui était un peu le dernier rempart du milieu, qui a eu plusieurs occasions de tir, ça montre qu'ils étaient vraiment très bas au niveau de cette équipe slovaque qui m'a un peu déçu. Peut-être que c'est grâce au Maroc qu'ils sont parus comme ça, mais c'est vrai qu'il leur manquait aussi pas mal de joueurs, notamment en défense. Ils ont changé le gardien aussi. Et
pas mal de changements par rapport à leur match contre les Pays-Bas. Mais en dehors de ça, je les ai trouvés beaucoup moins agressifs que les Ukrainiens. Vous vous rappelez, contre l'Ukraine, parfois ça se fritait, parfois ça devenait très très chaud. Par contre, les Slovaques, même quand ils faisaient faute, ça tendait toujours la main. C'était assez amical. Vraiment, c'était un match amical, contrairement au match contre l'Ukraine. Oui, et bon, en tout cas, il y a un joueur sur lequel on va revenir, c'est Khalid Boutaïb, puisque en 2 matchs, environ un match et demi, il n'a pas donné entière satisfaction. Est-ce que vous pensez que son poste de titulaire peut être remis en cause à quelques jours de la Coupe du Monde? Alors, pour ma part, à la CAN, on avait Bouadouz. Ensuite, on est passé à Boutaïb. Je n'exclus pas une nouveauté durant cette Coupe du Monde, mais sincèrement, de ce que j'ai vu lors de ces 2 derniers matchs, j'ai peur. J'ai peur parce qu'au-delà des actions qu'il ne s'est pas procurées, il y avait une absence de confiance en soi. Il ratait ses contrôles, pas beaucoup d'impact physique. Le seul point positif, c'est le fait de jouer dos au but et de remiser sur le milieu de terrain, sur un des milieux de terrain marocains. Mais ce n'est pas vraiment ce qu'on demande à un Chamakh bis. Euh, mais sincèrement, El Pourtant, c'est son Khabi, profil, hein, Boutaïb. À part reprendre des de ballons la tête. de la tête, je pense que c'est plus dans ce rôle de pivot. C'est là où peut-être Bouhaddouz a été préféré parce qu'il est aussi capable de jouer ce rôle de pivot. Mais pour moi, Boutaïb, à mon avis, il va rester titulaire. Il faut qu'il garde la confiance. Il faut se rappeler qu'avant qu'il explose contre le Gabon, il avait été aussi critiqué. Il avait été pas top non plus. Mais il faut aussi voir quel profil et quelle équipe on joue. Boutaïb, là, Oui, il est en son pleine attaqué. préparation physique. Peut-être un peu plus tard, s'il a cette confiance un peu, peut-être pas jouer tout le match, mais à mon avis, il jouera quand même un bout du dernier contre l'Estonie, à moins que Kaabi soit titularisé. Mais je vois plus Boutaïb contre l'Iran parce que il est plus grand déjà et les défenseurs centraux iraniens, ils sont pas très très grands. Ils font 1m85, quelque chose comme ça. Boutaïb, il fait plus d'1m90. Ça peut jouer. Et il y a une chose aussi que j'avais remarqué dans le dernier match, c'est qu'on avait inversé les postes de Ziyech et Amrabat. On avait l'habitude de plus voir Amrabat à gauche et Ziyech à droite. Alors, est-ce que c'était pour brouiller les cartes ou est-ce que c'était pour Favoriser essayer les centres. essayer de voir Amrabat au niveau des centres? Ziyech peut centrer aussi, même en étant à droite. D'ailleurs, il centre très bien. D'ailleurs, c'est de là que vient son but, le but de Boutaïb justement contre la Serbie. Oui, et la tête de Boussoufa qui amène le corner du but de El Khabi, Aussi, exact. et plein d'actions aussi au mois de l'automne dernier. Moi, je pense qu'ils inversent pendant le match. Ils inversent Oui, mais c'était plus souvent Amrabat à droite. Ils ont permuté parfois, mais c'était plus souvent Amrabat à droite. Alors, est-ce que c'était pour bloquer Hamsik qui penchait un peu plus à gauche dans ce trio du milieu slovaque? Alors que d'habitude, on avait plus l'habitude de le voir couvrir défensivement le côté de Mendil ou Hakimi, parce que c'était un peu moins solide défensivement dans une défense à 4. Là c'était probablement aussi pour son rôle défensif côté droit où il était peut-être plus demandé. Donc, Boutaïb, voilà, vous pensez qu'il n'est pas demandé la vie de Madou, mais on a Kaby, par exemple, qui rentre une demi-heure, qui construit une très belle action avec Amin Harit en 1-2, qui est au très bon endroit sur le corner de Ziyech, puisque bon, voilà, on dirait qu'il attire le ballon, il est toujours au bon, il a une espèce de baraka. Et est-ce que justement, il ne faut pas surfer sur cette vague et est-ce qu'il faut remettre un joueur qui n'est pas spécialement en confiance comme Boutaïb? Madou, qu'est-ce que tu en penses de cette question? Moi, ce qui m'a inquiété avec Boutaïb lors des matchs contre l'Ukraine puis à Slovaquie, c'est surtout, on parlait de son jeu en pivot tout à l'heure, mais son jeu en pivot, justement, je trouvais qu'il n'était pas au niveau auquel il nous a habitués à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'oublie des séquences de jeu, peut-être un mémoire est plus aussi bonne, mais j'en ai pas beaucoup vu des séquences où il arrive à bloquer le ballon, à temporiser ou alors
Oui, Ismaël. Oui, J'ai l'impression qu'il bloquait, qu'il contrôlait pas bien le ballon, que ça allait toujours un peu loin de ses pieds pour pouvoir vraiment jouer ce rôle de pivot. Et peut-être les gens qui étaient encore lourdes par rapport à la préparation physique. Parce que lui aussi, sur le deuxième but de Galanda, il va au duel, dans son rôle il a son petit rôle de pivot aussi. Aussi, hein, et puis il a une bonne protection de balle. Ouais. Donc Kaby est aussi capable d'évoluer dans ce registre, même si bon, physiquement, c'est quand même Boutaïeb a quand même l'avantage. Ouais, je pense qu'il encaisse moins le Karabi sur 90 minutes, tous les duels de la tête, tous les duels physiques épaule contre épaule. Mais il n'est pas aussi dégueulasse que ça dans ce rôle-là. Et je pense que moi, il y a une carte à jouer. Je surferai plus sur la vague Karabi que sur la vague Boutaïeb en ce moment, qui n'est pas très. Moi, j'ai l'impression que Boutaïeb, je vais me répéter, mais Boutaïeb et Brett 12, c'est quand même deux joueurs qui ont toute leur carrière évolué en D4 ou en D3, et après en D2, et finalement Boutaïeb en D1, mais vraiment sur le tard, hein, la D1 pour Boutaïeb. C'est des joueurs pour moi hyper limités, qui ont fait l'année de leur vie en 2016 et 2017. Et pour moi, c'était le maximum. Je pense que ils ont atteint un pic, et là, ils sont dans la phase descendante. Ça y est, c'était 29-30 ans, ils ont atteint leur pic, là, ils descendent. Je crains qu'ils soient d'aucune utilité durant les prochaines semaines. Ouais. J'espère me tromper. Mais Je pense Hervé Renard, si physiquement ils sont en top, ils peuvent, enfin surtout Boutaïeb parce que Bouhed 12 il était même limité avant, mais Boutaïeb parce qu'il a cette taille et puis il arrive aussi à frapper le ballon en une touche quand il a les bons ballons qu'il faut. Là, on l'a vu en phase de préparation, il ne faut pas le juger sur cette phase-là. Il faut attendre un peu et peut-être, au pire des cas, les attaquants on les change. C'est pas comme changer un défenseur central en cours de match. Un attaquant, ça change forcément. Donc, au pire des cas, il joue 1 heure contre l'Iran et si c'est pas bon, peut-être que le Kaabi va débloquer les choses. Mais je pense qu'on a d'autres armes dans le 11 que la seule pointe pour marquer. mais je vois mal Hervé Renard changer de pointe pour le premier match des qualifs. Après, comme élément important que Pogos nous a dit tout à l'heure, dont je n'étais pas au courant, la défense iranienne, si elle est vraiment petite, enfin petite, qu'on s'entende bien dire, hein, 1,85 m, c'est sûr que ce sera une aubaine pour Boutaïeb, qui est assez bon de la tête déjà, donc il faudra en profiter. Ouais. Moi, j'aurais 2 points à soulever par rapport à Boutaïeb, justement. Déjà, je pense que pour Hervé Renard, dans sa tête, la hiérarchie, ou plutôt il privilégie déjà tout le temps l'aspect défensif. Puis c'est après qu'il va regarder l'aspect offensif. Et sur ce point, je suis presque convaincu, en fait, je suis sûr qu'il est convaincu que Boutaïeb s'intègre mieux dans le schéma défensif de l'équipe nationale, surtout en ce qui concerne les phases de pressing. On sait que le jeu de l'équipe nationale se base énormément sur ces phases de pressing. Donc C'est là que c'est dommage de ne pas avoir Azaro parce que dans le pressing, c'est vraiment quelque chose. Ouais. Mais bon, Hervé Renard n'a pas l'air très convaincu par ça, malheureusement. Je sais pas Les amis, c'est l'heure d'ouvrir un nouveau débat, le débat habituel qui revient à chaque émission. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Les locaux contre les... Non, je plaisante. Oh non, pitié pas ça. Le débat habituel de l'équipe nationale, c'est-à-dire Younes Belhanda. Oh purée. Ça annonce du lourd. Faut-il remettre en cause en place de titulaire? Mais attends, là, Fantomas, tu m'as coupé, là. Il y avait un deuxième point que je voulais dire par rapport. Ah, vas-y. C'est finir, Fantomas. Je vous laisse penser, je vous laisse réfléchir à comment casser du Belhanda. Je sais que c'est le sport favori de ce podcast. Non, mais ça va être vraiment très rapide. Je disais que pour Kaabi, alors c'est sûr, il a fait une rentrée qui était vraiment très positive au niveau des 15 dernières minutes. Mais j'aurais aimé le voir sur une période un petit peu plus élargie, genre au moins 45 minutes pour pouvoir mieux le comparer à Boutaïeb. Et rentrer en fin de match, les joueurs en face étaient quand même fatigués, peut-être moins concentrés qu'au début de match. Donc je trouve que c'était pas une comparaison qui était forcément très... Moi, j'ai la désagréable impression que le Kaabi, c'est un choix forcé pour Renard et qu'en fait, il n'intéresse pas du tout. C'est pas vraiment son profil de joueur et qu'il l'a mis parce qu'il faut le mettre, quoi. Il n'aurait pas fait jouer, il aurait fait jouer une série à sa place. Il avait encore une série qu'il a gardée dans les 23 et qu'il n'a pas fait jouer contre la Slovaquie. Non, je pense quand même qu'il a vraiment eu un coup de cœur pour Kaabi et puis c'était difficile de ne pas l'avoir en étant proche de l'équipe qui a joué le CHAN. Je
pense que c'est tout à fait normal qu'il ait accroché. Et puis, il a vu qu'il y avait une vague El Kaabi. Il a voulu surfer dessus aussi. Maintenant, c'est sûr que le Kaabi, il est là depuis pas longtemps et pas assez longtemps pour s'intégrer dans tout ce travail collectif qui a été fait depuis le début de l'ère Renard. Donc, c'est pour ça que peut-être Bouhaddouz est encore là, parce qu'il a assimilé plein de choses qui ont été travaillées depuis le début. Maintenant, je pense quand même que le Kaabi, il y croit. Il a fait des sous-entendus. Il a parlé que parfois dans le football, il y a des surprises. Et donc, je pense qu'il n'exclut pas l'idée que le Kaabi soit son arme secrète. Mhm. Moi, je serais assez d'accord aussi. Je pense, c'est sûr que, bon, je vois ce que tu essaies de dire, Fantomas, et je pense qu'il y a cet élément-là aussi qui joue. Bien sûr, il y a une certaine vague Kaby, puis c'est très difficile de se passer d'un joueur Je comme dis ça. pas qu'il Ouais. déteste le joueur, je dis que Ouais. c'est pas son C'est pas son profil et style. les Ouais, qu'il prenne. c'est pas le profil Faut qu'il qu'il préfère. prenne, parce que, voilà, Ouais. faut pas faire l'impasse sur ce joueur quand même. Mais- On passe à Younes. Yes. Qui veut casser du D'accord. Younes Belhanda? Moi, je trouve qu'il a été meilleur sur le deuxième match, même s'il a aussi perdu pas mal de ballons. Je parle pas, c'est pas parce qu'il a marqué, mais on l'a vu plus. Le premier match, j'avais presque pas remarqué qu'il était là, mais sur le deuxième, il a quand même aidé beaucoup. Je me rappelle d'une phase de jeu dans la surface où l'adversaire récupère le ballon. Je me rappelle plus c'était quel joueur, et Belhanda arrive à se mettre justement. Il arrive à se mettre en écran devant lui pour laisser le ballon à un coéquipier. C'est des petites phases comme ça où on ne le voit pas Au moment passer. où Hamsik essaie de faire un grand pont sur un défenseur marocain. Non, c'était dans leur surface à eux. Ah, ok, d'accord. C'était dans leur surface à eux, et juste après une occasion, je me rappelle plus trop laquelle, et ils arrivent à récupérer le ballon. Hamsik la subtilise à je sais plus qui, et Belhanda se met en écran devant lui pour qu'on puisse la récupérer derrière. C'est des petites interventions comme ça qui montrent qu'il se réveille un peu, et je pense qu'il jeûnait, donc il a pas eu cette excuse sur les matchs d'avant, mais on peut lui laisser ce bénéfice du doute aujourd'hui. On peut lui laisser ce bénéfice du doute pour ces 2 matchs de préparation. Je pense que c'est un joueur qui, sur une courte période où il y a une motivation spéciale, peut vraiment montrer beaucoup de qualité, et il est techniquement très, très bon. Maintenant, il faut que pendant la Coupe du Monde, il soit sur cette bonne phase. Alors, Younes, le premier match contre l'Ukraine, il aurait juste fallu lui donner un maillot jaune, hein, parce que j'ai compté les passes données à l'adversaire, hein, donc ratées, il y en a 3. 3 passes qu'il a données à l'adversaire, dont une qui a failli faire but, enfin, qui a donné une action dangereuse. Après, contre la Slovaquie, il était un peu mieux. Mais en fait, moi, ce qui me saute aux yeux, c'est le contraste entre les 2 autres milieux, à savoir l'Ahmadi et Boussoufa, et leur activité, et Belhanda. Certes, on ne leur demande pas forcément la même chose, mais l'abattage de Boussoufa, qui à la première et à la 90e minute, il court comme pas possible. Hamadi, qui dernière minute, il a toujours sa justesse technique. Belhanda, j'ai vu un de ses gestes qui m'a beaucoup, beaucoup déplu contre l'Ukraine, à savoir qu'il a raté une passe, justement, l'une des 3 dont je parlais auparavant. Et au lieu de faire l'effort pour aller la récupérer, il a fait un geste de la main, genre, oh, c'est bon, quoi. Ça l'a saoulé. Et ça m'a pas plu. Parce que je ne sais pas si c'est un manque de motivation, je ne sais pas si c'est mental. Mais en tout cas, c'est un pari très, très, très risqué de vouloir attendre que ce joueur nous fasse profiter durant une courte période d'une bonne action comme son but contre la Slovaquie. C'est un pari risqué. Moi, à sa place, je mettrais Amin Harit, mais bon, c'est un autre débat. Mais pour revenir au sujet, Belhanda, pour moi, il n'a pas du tout sa place en équipe nationale, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. Alors, vu que, alors rebondir sur ça, sur ce point, alors du coup, c'est qui que tu mettrais en équipe nationale? Vu qu'il n'a pas sa place, c'est qui que tu mettrais en numéro 1 et en numéro 2 à ce poste-là? Parce que je suis vraiment curieux. Je trouve Ah, mais Amin Harit, comme je l'ai dit, mais je voulais pas continuer sur le sujet. Mais Amin Harit, moi, je le mettrais dans l'axe, même s'il joue mieux sur les côtés. Mais
Amin Harit, quand il a le ballon, tu vois qu'il a le ballon. Et comme l'a dit Ismaël juste avant, il n'était même pas au courant qu'il avait joué contre l'Ukraine. Moi, si je l'avais vu à la télé, peut-être que je n'étais pas au courant. Là, je l'ai vu parce que j'étais au stade. Donc, je regardais les joueurs. Mais je pense que je ne l'aurais pas vu si. Moi, tu sais que Belhanda, moi, c'est contre quelle équipe nationale? Ouais, contre la Côte d'Ivoire. Le premier match, qualificatif contre la Coupe du Monde, je ne savais même pas qui jouait. Je n'étais pas au courant qu'il était sur le terrain. Mais pour répondre à ta question, moi, Pardon? Ouais. Non, ça m'a fait rire. Ah, non, sincèrement, ça, c'est vraiment pas pour enfoncer l'enclume, mais c'est vraiment pour dire que je l'ai vraiment pas vu, j'étais pas au courant qu'il avait joué. Pour moi, c'est une passe de gâché. On joue à 10 quand on joue avec Blanda. Et moi, un gars comme Amin Harit, je pense qu'il ne pourrait pas faire pire. Vraiment pas pire que Belhanda. Et il pourra faire largement mieux. Largement mieux. Donc, tu mettrais Harit titulaire et. Désolé, Ismaël. Tu mettrais Harit titulaire et Belhanda sur le banc, ou tu aurais même pas Belhanda dans la liste? Non, je le mets sur le banc. Je le mets sur le banc. C'est bien qu'il soit là pour le groupe. Ouais, moi, je pense que c'est dommage qu'on n'ait pas essayé à un moment, maintenant c'est trop tard, mais d'avoir un trio Ahmadi, Boussoufa, Ziyech. De toute façon, il joue à ce poste-là à l'Ajax, et avoir de vrais ailiers. Parce que Ziyech, c'est vrai qu'il apporte beaucoup au niveau des tirs de loin. Tu mettrais Ziyech en 10? Pas en 10, mais par exemple, Ahmadi 10, Boussoufa 8 et Ziyech 8. 2-8, tu vois, en 4-3-3. Okay. Sur le côté, Ziyech, il a été bon, mais j'ai pas aimé l'accent du but. Il a une grande part de responsabilité, le but qu'on prend. Parce que à un moment, il rechigne à faire le repli. Ça part côté gauche et Ahmadi est obligé de laisser sa place dans l'axe pour aller couvrir ce côté gauche. Du coup, il y avait un trou au milieu. Boussoufa, je crois que c'était Boussoufa qui était venu tacler et était au sol quand l'action s'est passée. Du coup, on avait Boussoufa a taclé, du coup, le Slovaque a récupéré le ballon juste derrière. Et on avait Ahmadi à droite, je veux dire pas à gauche, parce que c'était leur gauche à eux. On avait Ahmadi à droite et donc personne dans l'axe. Benatia tenait son joueur, Sess tenait son joueur et ils ne savaient plus trop quoi faire. Du coup, leur remplaçant là, qui venait de rentrer, Grégus, il s'est retrouvé tout seul et il a pu tirer. J'ai l'impression que le Grégus en question, il était lui-même étonné. Il ne s'y attendait pas à avoir la balle devant lui. Ah oui, bah, ça s'est fait sur un rebond favorable là, parce que c'était pas un coéquipier qui avait fait les ballons, mais surtout le problème c'est qu'il y avait personne dans sa zone. Après, il peut avoir la chance d'avoir le ballon, mais normalement il doit avoir un vis-à-vis dans ce secteur-là. Et comme j'ai dit, Ahmadi a été obligé de couvrir ce couloir droit laissé par Ziyech qui marchait sur le repli. Et ça peut coûter très cher en Coupe du Monde. Il faudrait que Parce qu'on se rappelle, c'est surtout pour ça qu'au départ, Ziyech a été mis de côté. Et il faudrait que Renard lui fasse la remarque sans le fâcher, parce que maintenant, c'est quelqu'un qu'il ne faut pas fâcher. Puis il est tellement bon offensivement qu'on n'a pas envie de lui reprocher des choses. Mais je pense qu'il aurait pu quand même faire ce repli avec tout le monde, surtout que c'est maintenant notre marque de fabrique. Là, on joue tous les uns pour les autres. Il faut que lui aussi joue pour les autres. Et moi, la question que je me pose, c'est pourquoi le coach s'entête avec Belhanda? Je sais qu'il l'aime, il a dit lui-même que c'était l'un de ses chouchous. Je ne sais pas si ça répond à ma question, mais je la repose quand même. Mais pourquoi il s'entête avec lui? Enfin, contre le Cameroun, à Yaoundé, Belhanda a fait une passe à Hervé Renard. Oui, mais bon, non, sérieusement, c'est Renard lui-même qui donne les consignes aux joueurs. Peut-être qu'il y a certaines consignes qu'on ne connaît pas qu'il donne à Belhanda et qu'il applique parfaitement. Peut-être que c'est un bon soldat de l'ombre, tellement dans l'ombre que même nous on ne le remarque pas. Mais je sais pas. Franchement, je pense que non. Je pense que Renard il est pas quand même aveugle. Il doit voir certaines choses qu'on voit pas. Donc c'est l'explication. Pour Harit, je pense que c'est vrai qu'il apporte beaucoup, mais je ne sais pas s'il peut jouer 90 minutes ou commencer dès le début. Je pense que j'aime bien le voir rentrer en cours de match et surprendre l'adversaire. Bon, je vais être le seul à défendre Belhanda, je pense, parce que Fantomas, je sais que lui aussi est pas super fan. C'était juste pour dire que
En fait, bon, Belhanda, bon, c'est vrai qu'il a régulièrement les moyens avec l'équipe du Maroc. Même là, franchement, j'ai pas trouvé terrible les deux matchs. Par contre, si jamais il fallait le remplacer, je sais qu'il sera pas remplacé, parce qu'il y a des renards comptent vraiment sur lui, mais si vraiment il fallait le remplacer, je mettrais pas Ziyech en 8 ou bien Harit, mais je mettrais plutôt un profil à la Belhanda, c'est-à-dire capable de bien défendre, parce que Belhanda sait bien défendre quelquefois. Je mettrais Ben Nasser ou bien Faisal Faj. Je sais que ça va pas plaire, Ou Faisal Faj. Sofiane Amrabat. Non, non, pas Sofiane Amrabat, parce que Sofiane Amrabat est trop défensif. Par contre, Faisal Fajr, Ouais. c'est un ancien 8, c'est un ancien 10. Et Ben Nasser, pareil, il s'est joué 10, il s'est joué 8. Pas Sofiane Amrabat. Mais Faisal Fajr, il a très bien fini la saison avec Retafe. Je pense qu'il est capable de faire quelque chose à sa place, à la place de Belhanda et Ben Nasser aussi. Mais bon, je pense que Belhanda sera là et j'espère qu'il réussira quand même à élever son niveau de jeu. Et maintenant, je laisse la place à Madou pour faire l'avocat du diable. Pauvre avocat du lion. Non, mais pour ce qui est de Belhanda, déjà, en ce qui concerne les matchs de préparation, contre l'Ukraine, il était catastrophique. Je pense que même Hervé Renard, bon, il va pas lui dire Belhanda a été catastrophique, mais bon, il était clairement pas satisfait de sa prestation. Bon, contre la Slovaquie, c'était un petit peu mieux. Il n'y avait pas que le but, je trouve. Je trouve qu'il était un petit peu mieux impliqué offensivement. Puis je pense que de jouer en 4-3-3 durant les deux périodes, ça a pas mal aidé à le mettre en valeur. Mais bon, on est quand même bien loin du Belhanda assez phénoménal qu'on a connu par à-coup, on va dire, le Belhanda de Montpellier durant la saison, ils ont été champions. Ah, ça, c'est la faute de la Gambie. C'est la Gambie. Ah, écoute, ouais. Ça, c'est un problème Gambie, aussi Mathieu. Bah, ouais, mais c'est aussi un problème de régularité. Bon, c'est souvent le cas avec les joueurs marocains. Ça, c'est un autre débat. Mais oui, je trouve qu'on est quand même vachement plus exigeant avec Belhanda, justement parce qu'on sait qu'il est capable d'évoluer à un niveau bien plus élevé qu'il ne l'a montré durant toutes les 2 dernières années avec l'équipe nationale, honnêtement. Mais pour le défendre, comme je disais, je reviens tout le temps à l'idée que Hervé Renard privilégie énormément l'aspect défensif. C'est des choses qu'on a vraiment du mal à repérer durant un match. Mais au niveau de son placement par rapport aux autres lignes, par rapport aux attaquants et par rapport au milieu derrière lui, au niveau de son entente avec Amrabat et avec Ziyech maintenant, je trouve qu'il est quand même à un niveau vachement plus élevé que Harit. Alors je sais pas si Ait Ben Nasser, ce serait la même chose avec lui. Moi, Ait Ben Nasser, c'est un joueur que j'aime bien et puis je pense que ça aurait été une bonne idée d'explorer cette option-là. Mais bon, ça va être un petit peu court pour la Coupe du Monde. Et puis on sait que Hervé Renard n'aime pas trop changer son 11 entrant. Donc ouais. Ouais, donc c'est ça, c'est du travail qu'il fait au niveau défensif. Je pense qu'on ne lui rend pas hommage à ce niveau-là, on l'oublie assez souvent. Son placement est plutôt bien. Puis au niveau offensif, c'est sûr qu'il est vachement en deçà de son niveau. Pas de son niveau, mais du niveau auquel on l'a vu évoluer parfois. Et On l'a vu évoluer il y a longtemps parce que pour Ouais. moi, j'ai arrêté d'être exigeant envers Belhanda et d'attendre de lui ce qu'il n'a pas montré depuis. Le meilleur Belhanda pour moi, c'est celui qu'on n'a pas eu au JO de Londres. Irlande du Nord. Ça remonte à 6 ans déjà. Donc là, il faut voir le Belhanda actuel. Lui-même, il dit qu'il était plus rapide à l'époque, etc. Maintenant, il est à son niveau. Du moment qu'il se transforme pas en autre chose, je sais pas, j'ai pas envie d'être méchant, mais du moment qu'il devient pas un kharja, je pense que ça va, on peut s'en contenter. Ouais, Ça je va, il y a trouve de la marge. qu'il est correct. Puis, Arjan, on le voyait sur le terrain, lui. On le voyait devant, on le voyait marcher derrière. Je préfère le contraire. puis si je compare à Harit, actuellement Harit, je trouve qu'il manque vraiment d'expérience. Alors, je sais que c'est assez vague de dire ça comme ça, manquer d'expérience. Mais c'est pas du tout le même profil. Hein. Exactement. Mais bon, ils sont obligés. Pas du tout. La manière dont ils sont utilisés en équipe nationale, ils sont obligés d'évoluer au même poste. Même si c'est pas le même profil. Donc, moi, j'aimerais juste revenir sur un point. Fantomas, tu avais dit que pour toi, Fajr pourrait faire l'affaire. Oui, bien sûr, à la place de Belhanda. Ouais. Mais Fajr, je veux pas être méchant, mais il sert à rien sur le terrain. Non, franchement, j'ai regardé ces matchs avec Retafe en fin de
que je zappais sur quand il y avait Retafe Real, Retafe Barça, Retafe Atlético et tout ça. J'ai vu un bon Faisal Fage qui joue quel poste en club? qui met le pied. Ouais, ils jouaient devant la défense, donc ils avaient un double pivot, quoi, 6-8, Ok, à tour de rôle, comme un triangle à l'envers, quoi. Non, pas un triangle à l'envers, à plat. Il était avec soit Flamini, soit un autre espagnol, là, et ils se partageaient les tâches de 6 et 8, mais il avait de la qualité. Ouais, à voir. Il reste un match là contre l'Estonie, je pense que c'est samedi en fin d'après-midi. Est-ce que vous pensez que c'est l'occasion de mettre la vraie équipe type, l'équipe type finale, et de leur donner de la confiance, de mettre des buts, de gagner 3-4-0? Ou alors est-ce que c'est le match pour faire jouer tous les remplaçants qui n'ont pas joué, c'est-à-dire remettre sur pied Dirar, donner un peu de temps de jeu à Ibn Nasser, Sofiane Amrabat, je ne sais plus qui trop, Carcela, etc. Donc à votre avis, ça va se tourner comment, Madou, t'en penses quoi? Idéalement, déjà, j'y allais poste par poste. J'aimerais bien voir Dirar parce que bon, il va avoir besoin d'un petit peu de rythme, quelques minutes dans les jambes pour entamer la Coupe du Monde. Après, ça dépendra de son état physique, j'imagine. En gardien, j'aimerais voir Mounir. Comme ça, lui aussi, la même chose. Ça lui permet de monter en puissance d'ici, surtout à ce poste-là. Je pense que c'est important. Même si j'imagine qu'il ne sera pas trop inquiété, mais bon, quand même, j'aimerais bien que ce soit Mounir qui commence. Puis pour le reste, moi je suis du genre à préférer que ce soit vraiment pour le dernier match avant une compétition, que ce soit l'équipe type qui commence. Ce serait plus ça mon opinion par rapport à la chose, mais je pense qu'on se dirige plutôt pour voir les remplaçants commencer, avec peut-être Diarra et Mounir. Moi, je serais pour faire jouer uniquement des remplaçants, mais vraiment un 11 de remplaçants avec Dirar si possible, parce que comme a dit Madou, il faudrait quand même qu'il arrive en Coupe du Monde avec du rythme, en espérant que sa blessure qu'il se soit rétabli de sa blessure. Et en deuxième mi-temps, on a droit à 6 changements, c'est ça? Je crois en match amical. Oui. Qui fasse rentrer 6 joueurs faisant partie de l'équipe type, histoire de garder un peu de rythme avant le début de la Coupe du Monde, quoi. D'accord. Et monsieur Sa Majesté Pogos? Mais ta gueule. Non, Non, mais comme un mix, je veux voir Dirar et Mounir parce qu'ils ont besoin de jouer, surtout Dirar, ça nous rassurait de savoir qu'il peut jouer. Il n'y a pas tellement d'options en défense, mais comme il considère qu'Aïs Benassar est une option en défense centrale, on va bien le voir, peut-être avec Dacosta Aïs Benassar. Mendil peut-être à gauche. Voir Sofiane Amrabat avec Aït Benassar au milieu. Un vrai mix et après changer, faire rentrer les titulaires, comme a dit Ouazzati, parce que ça serait vraiment con d'avoir des blessures juste avant le match contre l'Iran. Et puis ça serait con aussi de ne pas profiter du banc et de le faire jouer pour savoir au cas où. Peut-être donc, du coup, sauf que comme pour le gardien, je mettrais titulaire, je mettrais aussi Boutaïeb titulaire 45 minutes, pas 60, mais 45 minutes. D'accord. Est-ce que tu tenterais Noël en attaque pour imaginez, on imagine vraiment une grosse révélation. Okay, pardon? Nsairi en attaque. J'ai pas entendu. Nsairi à droite et Carcela à gauche. D'accord. Ouais. Comme à la CAN. À gauche? Oui, comme à la CAN. Non, Carcela à droite et Nsairi à gauche. Comme à la CAN. D'accord. C'est juste pour leur donner du rythme. On ne va pas attendre mon et merveille, mais c'est juste pour leur donner du rythme. Est-ce que vous souhaitez sur cette préparation qu'on clôture l'émission? Moi, je pense qu'il y a du bon travail de fait. Je pense qu'on a montré quand même un bon visage contre la Slovaquie, qui est une bonne équipe. Et faut être optimiste dans cette Coupe du Monde. Il y a des choses qui peuvent se passer. On peut faire une surprise. Je vois peut-être le Maroc battre l'Iran, faire un match nul contre le Portugal et pourquoi pas un match nul contre les coiffeurs espagnols qui auront déjà 6 points. J'aime bien cette expression, les coiffeurs. Parce que t'es chaud, c'est ça que t'aimes bien.
Vous avez un peu suivi les matchs des adversaires du Maroc? Les matchs Il du est, Maroc. il est méchant, Fantomas. Quelle question, c'est quelque chose. Ça fait longtemps qu'il n'a Oh. pas fait un coiffeur, ouais, Josati. Ok. Pardon? J'ai pas compris. Non, Ah. rien. Ah, c'est une blague par Un rapport à. pronostic, Madou et Warzonati. Comment ça? Un pronostic là avant le match contre l'Iran. Un pronostic. Bah écoute, on va battre l'Iran 2-0, Inch'Allah. D'accord. But de qui à quelle minute? Hum, But de Ziyech à la 35e minute. Puis deuxième but de KB à la 69e minute, vu que j'aime bien la 69e. T'aimes bien le 69. Hein. Warzou, Aucun. Warzou, le prono. Ah mince, j'ai pas enlevé le micro. Prono, j'ai du mal moi avec les pronos quand il s'agit de mon équipe nationale. Euh, je dirais 1-0 pour le Maroc. D'accord. Ouais, 1-0 pour le Maroc, ouais. Parce que l'Iran, ils sont chiants à jouer. Ouais, Ils sont très très chiants à jouer. pas facile et normalement, si tu regardes la gueule des c'est 0-0 ce match que je veux dire. Ouais. C'est ça en fait. C'est ça. Donc là, 1-0, allez, 1-0. 1-0 en début de match. 1-0 en début de match et après tout le reste du match, un match, enfin, je sais pas. Il est bizarre ce jeu. Enfin, je sais pas. Je dirais 1-0, but de Benatia, de la tête. On espère. Ouais. Autre chose à rajouter, messieurs? Ça va être difficile dans la tête face à l'Iran parce qu'ils ont Face aux vraiment. Iraniens, ouais. Oui, je sais qu'on a dit Ça va être, défenseurs ils sont pas très grands, mais de la tête ils sont vraiment très adroits. Il y a un défenseur d'Al-Sad que je suis pas mal, Morteza, je sais pas comment ça se prononce. Mais il est vraiment très excellent de la tête, que ce Les soit. Portugais aussi, il y a de la taille, hein, les Portugais, il y a de la taille en défense, et puis il y a Ronaldo qui est Mhm. voilà, de la tête indescriptible, et André Silva aussi qui est pas dégueulasse de la tête. Ah, il est très bon. Il a mis un très beau but de la tête contre la Tunisie. Ouais, voilà, c'est pour ça, ils ont des joueurs de tête, que ce soit en attaque et en défense, donc sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs, on va avoir du souci à se faire. Ouais, il va falloir rester concentré. Pas faire Voilà. de Benater. Ouais, parce que bon, ça, c'est le gros défaut, c'est la concentration dans les dernières minutes. Je sais pas pourquoi il perd sa concentration dans les 10 dernières minutes sur des coups de pied arrêtés. Mhm. Mais bon, on espère que tout va bien se passer. Bon, si vous avez rien à ajouter, on va se quitter sur ces belles paroles. Et on va se dire à bientôt. De toute façon, on se reverra, je pense, durant la Coupe du Monde, hein, histoire de débriefer des matchs qui auront lieu si on n'est pas trop Mhm. déçus. Ouais. Avec plaisir, on se retrouvera. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés là pendant toute cette émission. On leur passe le bonjour. Merci à vous, les amis, d'avoir débattu avec nous. Et on se retrouve bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.